Kangamon, Anoblé Kangamon. Je suis présente. Ok, d'accord. Et Monsieur Andela Aïssi. Je pense que c'est maintenant l'heure. Monsieur Andela Aïssi, il est bien là. D'accord. Donc, étant donné que nous avons la première communication, personne qui n'est pas là, donc nous allons commencer avec la communication de Madame Anoblé. Donc, nous allons vous donner la parole. Attention, ça. Donc, Madame Anoblé qui va nous présenter une communication. Vous pouvez déjà partager votre écran, qui est du groupe de recherche en environnement et cadre de vie durable de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Elle a pour communication intitulée Logique d'installation des commissariats de police dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, normalement, c'est moi qui suis le premier auteur. vous êtes monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku. Ah bon, lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Ah, d'accord. Je ne vous ai pas entendu. Donc, c'est pas bien grave. Donc, Madame Anoblé, comme vous avez déjà la main, vous allez débuter. Est-ce que vous pouvez déjà nous partager votre présentation, Madame Anoblé? D'accord. Donc, vous avez la parole pour une présentation de 10 minutes. Merci. Madame Anoblé, votre micro n'est pas activé, nous ne vous entendons pas. On voit bien votre PowerPoint. C'est bon. C'est bon maintenant, on vous entend. Excusez-moi, permettez-moi de passer au mode présentation. Si elle n'est pas prête, le docteur passe, il faut vraiment un peu... Ah, excusez-moi. Bon. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez. Non, je pense qu'elle a le même problème que Dr. Soro. Il faut qu'elle clique d'abord sur le PowerPoint lui-même. Allez-y sur le PowerPoint. Allez-y Voilà, sur le cliquez PowerPoint. sur le PowerPoint. Voilà, et puis... Voilà, allez-y. Donc, on voit, c'est en plein écran. Ok. Oula, j'ai un souci, moi. Excusez, j'ai un souci, j'arrive. Quand je vais sur le PowerPoint, j'arrive pas à revenir sur l'écran. Non, restez sur le PowerPoint, vous défilez, nous on voit ce qui se passe. Donc, restez sur le PowerPoint. D'accord. Ne vous souciez pas de ce qui se passe de l'autre côté. On voit votre PowerPoint, mettez-le en plein écran et allez-y. D'accord. Merci à vous, chers pères scientifiques. Vous ne l'avez pas mis en mode diapositive. Voilà, ok. Ok, allez-y. D'accord. Oula. Alors, la présentation que je vous soumets aujourd'hui s'intitule « Logique d'installation des commissariats de police dans la ville d'Abidjan ». Et je suis Anoblé Kangamon Aouye Marie-Ange Emmanuela, doctorante à l'Université Félix Houphouët-Boigny au sein du groupe de recherche en environnement et cadre de vie durable, GREC-VD. Alors, le plan, nous avons d'abord débuté par une introduction, ensuite présenter la méthodologie de recherche, les résultats, une discussion brève et finalement conclure. La sécurité urbaine, excusez-moi, j'ai un souci.
D'accord. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez arrêter le partage en attendant de résoudre le problème. On va passer à une autre personne. D'accord, ça marche. OK, d'accord. Donc, Monsieur Kwaku Kaboré, vous êtes présent, bien ça. Donc, Monsieur Kwaku Je suis là. Kaboré, OK. C'est Kokoré. C'est Kokoré. C'est C'est Kokoré. OK. Kokoré. Ah, d'accord. Ouais. Toutes mes excuses. Il n'y Monsieur a pas de Kwaku problème. Guy Charles Kokoré, Koko. donc C'est ça. du laboratoire des dynamiques sociales et territoriales, la DISTER, Université Jean-Laurion Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire, va nous présenter une communication intitulée Regard sur les femmes migrantes de retour en Côte d'Ivoire, Tout à fait. vulnérabilité, besoins et dispositifs d'accompagnement. D'accord. C'est bon? Bonsoir, messieurs, les modérateurs, les organisateurs de ce colloque. Je suis Dr Kwaku. Vous me percevez, hein? Allô, vous m'entendez? Oui, oui, docteur. Je suis Dr Kwaku Guy Charles Kokoré, socio-anthropologue des migrations et des relations interculturelles. Voilà. Vous m'entendez? Oui, allez-y. On vous entend. Allez-y. D'accord. Au sein du laboratoire des dynamiques sociales et territoriales à l'université Jean-Laurion Guédé. Ma présentation porte sur les regards des femmes migrantes de retour en Côte d'Ivoire, vulnérabilité, besoins et dispositifs d'accompagnement. Et pour vous permettre de mieux me suivre, je vous présente le plan classique suivant. En introduction, il faut dire que la migration est une constante ou immanente à la société. En effet, la Côte d'Ivoire, qui est un pays historiquement pays d'accueil, est devenu au fur et à mesure un pays d'immigration et de migration de retour. Et ce qui se passe, c'est que dans le profil des femmes qui migrent, les femmes ivoiriennes, de manière autonome, migrent seules, contrairement à ce que la littérature disait que la migration irrégulière serait un privilège pour les hommes. Mais on voit que dans ces derniers temps, les femmes ivoiriennes migrent seules, elles s'engagent dans ce processus avec un profil diversifié. Et dans cette aventure migratoire, qui se sort fréquemment par un échec, certaines femmes migrantes se retrouvent bloquées dans des pays de transit, soit en Libye, soit au Maroc, soit en Algérie. D'autres sont prisonnières, exposées à la traite humaine. Et elles demandent, avec l'intervention de l'OIM, ces femmes demandent, ceux qui sont emprisonnés, demandent un retour volontaire assisté par l'OIM. Et dans le retour, ce qui se passe, c'est que pour le retour, ces femmes sont souvent marquées par des vulnérabilités économiques, sociales, psychologiques, culturelles, avec des pressions socio-culturelles et économiques. Et ce qui nous donne de constater un programme d'insertion socio-culturelle. Donc, l'objectif de cette communication est d'analyser le soutien social dont bénéficient les femmes migrantes de retour après un échec migratoire. Et pour vous permettre de mieux voir comment j'ai traité mes résultats, je vous présente la méthodologie. Donc, l'étude se déroule à Abidjan et à Daloa, centre-ouest Côte d'Ivoire. Donc, la technique d'échantillonnage, c'est la technique au jugé et de boule de neige. L'échantillon qualitatif a regroupé 69 personnes ressources, donc 42 femmes de retour, 10 parents migrants, 5 associations de femmes, 2 associations de migrants de retour, 6 ONG, 1 représentant de l'OIM et 4 représentants des ministères techniques. Comme outil, c'est une étude qualitative avec technique de recherche, la recherche documentaire avec pour grille de lecture, l'observation avec grille d'observation, l'entretien, c'est une directive avec le guide d'entretien. Et cette méthodologie nous a permis d'obtenir les résultats suivants.
Et disons que les conditions de retour et vulnérabilité des femmes migrantes ivoiriennes. Ces conditions-là de retour et de vulnérabilité des femmes migrantes sont contraintes donc les femmes sont contraintes à revenir dans des circonstances difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles sont détenues en Libye dans des prisons, en train d'être exploitées, en train d'être vendues à toutes sortes de besoins pour les groupes armés qui arrivent à mettre la main sur celles qui n'arrivent pas à traverser. Donc, elles se retrouvent dans une situation de vulnérabilité et de fragilité, demandant du secours aux organisations internationales telles que l'OIM qui a accès à ces prisons qui sont dites publiques. Parce que dans ce cas, il y a deux types de prisons. Il y a les prisons privées et les prisons publiques. Les prisons privées, l'OIM a accès. Mais les prisons privées, l'OIM ne sait même pas où se trouvent ces prisons. Ça, ce sont des individus qui les gèrent pour extorquer de l'argent aux parents des victimes qui sont restées en Côte d'Ivoire. Donc, ces femmes-là sont exposées aux traumatismes psychologiques liés aux violences subies, à des difficultés économiques marquées par l'absence d'épargne et non seulement au surendettement, ainsi qu'à une stigmatisation sociale qui complique leur réintégration. Donc, avant de partir, pour certaines, elles ont contracté des prêts, pris des crédits de gauche à droite, et quand elles reviennent, elles se retrouvent en face. Il faut rembourser maintenant cet argent que vous avez pris pour financer votre migration. Et dans ce sens, Baron dit que le retour peut être accepté comme un destin, apportant un soulagement, mais aussi, comme, ça peut être vu comme un échec. Et dans ce sens, on voit un peu les dispositifs d'accompagnement. Donc, on va voir un peu le rôle des associations et des acteurs locaux. Donc, il y a un dispositif d'accompagnement des migrants de retour. Donc, on a l'implication des organisations internationales telles que l'OIM, des ONG locales et des acteurs locaux dans la protection et la réintégration des migrants. Mais les travaux de Bamba montrent que l'initiative du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne est l'un des résultats de cet engagement. Et ce programme-là vise à la protection et à la réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire en leur fournissant un soutien financier et des opportunités de formation. Et les implications des acteurs et les associations dans les initiatives de réintégration, telles que des formations, des microcrédits, des accompagnements psychosociaux, manquent de coordination et de ressources. Donc, vous voyez que dans la ligne budgétaire de l'OIM ou bien des AFSI, qui apportent aussi un soutien, ce sont des budgets la ligne budgétaire est limitée. Donc, ils n'arrivent pas à prendre en compte tous ces différents migrants de retour ou les migrants de retour en général. Donc, ils sont exposés, ils sont confrontés à une difficulté de réintégration. Donc, ils vont placer des critères. Et dans ces critères, vous allez voir les critères de vulnérabilité. C'est donc les personnes les plus vulnérables que l'OIM ou AFSI va prendre en compte. Les autres sont exposés à eux-mêmes. Et les travaux de FLAO montrent que l'appui institutionnel apporté aux migrants après leur retour n'a pas d'influence significative sur leur réinsertion. À présent, nous parlons maintenant de la famille et la communauté, un soutien ou un obstacle. Donc, on va voir le rôle de la famille dans la question de réinsertion. Donc, le retour des femmes migrantes après une expérience migratoire infructueuse cause des défis majeurs en matière d'intégration sociale et professionnelle. Donc, vous allez voir que la famille pour certaines familles qui sont compréhensives, ils vont apporter un soutien. Par contre, d'autres vont rejeter donc la question de stigmatisation, d'étiquetage, vont faire l'objet de discussions en communauté. Donc, la dynamique communautaire apparaît comme un facteur clé pour le bien-être, pour que l'individu soit inclus dans le réseau d'entraide et être une source d'exclusion. Donc, ça fait que les individus qui reviennent sont obligés de s'extirper ou de se mettre à part, d'être avec une proximité, un proche pour vivre. Parce que la famille, pour d'autres, comme je l'expliquais, pour d'autres, il y a une inclusion, pour d'autres, il y a une exclusion. Et Jenica dit que celui que la réintégration familiale et sociale constitue un chemin
parsemé, en tout cas, de difficultés pour les migrants de retour. Et lorsque le retour n'est pas préparé ou s'accompagne d'un échec financier, les migrants sont confrontés à une pression sociale et à une stigmatisation au sein de leur propre cercle familial et communautaire. Et Nguyen va dans le sens, il dit que il illustre cette réalité en montrant que lorsqu'un individu ou bien lorsqu'un migrant revient sans ressources financières ni matérielles et que son retour n'a pas été négocié avec sa famille, il risque un rejet aussi bien au sein de la famille qu'auprès de la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette communication? Il faut dire que le retour des femmes migrantes s'accompagne souvent de nombreuses difficultés, notamment sur le plan psychologique, économique et social. Donc, il y a nécessité de renforcer les mécanismes de soutien, d'adapter les dispositifs d'insertion aux réalités et aux aspirations des migrantes de retour. Et il faut également sensibiliser davantage les familles et les communautés à leur rôle dans le processus de réintégration. Donc, retenons qu'en un mot, que le retour est une épreuve multidimensionnelle. Je vous remercie pour votre attention et à tout à l'heure pour les questions. D'accord. Merci. Merci, chers collègues. Merci pour cette présentation. Merci Et nous infiniment. retenons que le retour des femmes migrantes en Côte d'Ivoire, ces femmes-là sont confrontées à des vulnérabilités et à des besoins d'accompagnement malgré ce qui est déjà fait. Nous allons passer à la communication suivante. Donc, la collègue Anoblé, nous allons revenir à elle. Monsieur Vitalien Junior Andela Ayessi. Donc, est-ce qu'il est bien présent? Monsieur Vitalien, vous êtes bien là, donc préparez votre présentation. Monsieur Vitalien? Oui, bonsoir, monsieur le modérateur. Vous me recevez? D'accord. Ok, oui, nous vous recevons. Donc, vous êtes de l'université d'Eboloa au Cameroun, membre du réseau CAC. Vous présentez une communication intitulée Réseaux criminels transnationaux et paupérisation à la frontière orientale du Cameroun entre 2010 et 2022. Donc, vous avez la parole pour nous présenter en 10 minutes la quintessence de vos travaux. Merci, monsieur le modérateur. Vous pouvez partager mon PowerPoint. Bon. Est-ce que vous avez envoyé le PowerPoint? Oui. D'accord. Bon, le temps qu'on le cherche, donc on sera obligé de passer à une autre personne en attendant. Il était convenu que le PowerPoint que vous nous avez envoyé, c'est pour juste nous assurer que vous avez bien préparé un PowerPoint. Et bon, il vous revient normalement de présenter en fait votre PowerPoint et de faire défiler à votre rythme, au rythme de votre présentation. Donc, Monsieur Ghislain, est-ce que vous avez pu retrouver son PowerPoint en attendant qu'on le cherche? La collègue Ladri, non, Larichi, la collègue Larechi. La collègue Larechi, est-ce qu'elle est connectée? Oui, bonjour. D'accord, ok. Donc, Je vous entends très bien, merci. d'accord. Est-ce que vous pouvez déjà nous partager votre présentation? Oui, encore 2 minutes et je la partage, d'accord? C'est quand même long, 2 minutes. D'accord, je vais essayer de... D'accord, bon, je vais la partager tout de suite. D'accord. Monsieur Vitalien, nous n'avons pas reçu votre PowerPoint, donc je vous écris un mail dans le chat auquel vous pourrez l'envoyer maintenant, le temps qu'on le reçoive pour le partager à votre tour de parole. D'accord. Donc, pour rappel, Madame Larichi
Madame Oui, c'est Madame Loubna. Larichi. Oui, c'est Ok, plus ma- Loubna, c'est plus d'accord, facile. d'accord. Madame Loubna Larichi Oui, est monsieur. du laboratoire de recherche Société, Langue, Arts et Médias de l'université Ibn Ibn Zar, Nozon, oui, ok, du Maroc. du Maroc, Elle tout à fait. nous, ok. Elle nous présente une communication intitulée la classe inversée, Oui, tout chose, à hein, fait. la classe inversée dans l'enseignement universitaire au Maroc, enjeux, pratiques et perspectives. Donc, Madame Loubna, vous avez pu faire le partage. J'essaie de partager. J'espère ne pas avoir beaucoup de problèmes. La collègue Marie a Noblé, vous pouvez aussi m'envoyer, comme vous avez des difficultés à présenter votre projection, vous pouvez me l'envoyer aussi par email. Donc, le email est dans le forum. Vous pouvez me l'envoyer. Pour ceux qui ont des difficultés à présenter, vous me signalez que vous me l'avez envoyé. Comme ça, je pourrais le partager à votre tour de parole. C'est bien noté. D'accord. Madame Loubna, est-ce que ça avance? Oui, j'ai un peu de mal à partager. Vous m'excusez? Elle peut envoyer par mail, normalement. Si D'accord. Donc, envoyez consulter aussi. Je l'envoie pas. tout est là. OK. Par Vous mail. consultez le chat, vous envoyez aussi par mail. Bon, c'est aussi D'accord. valable pour les personnes qui vont communiquer dans les panels suivants. Si D'accord. vous croyez avoir des difficultés à partager votre PowerPoint, veuillez le signaler dans le chat et me D'accord. l'envoyer. Voilà, Merci. D'accord. que je puisse le partager pour vous. OK. Donc, Monsieur Vitalien, nous n'avons pas reçu votre présentation. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous la renvoyer à nouveau? Est-ce que Monsieur Vitalien m'a entendu? D'accord, ok, c'est bien noté. Je n'ai pas encore reçu de présentation pour l'instant. Pour une communication qui est enregistrée, il y a beaucoup de vide. Hein. Oui, il y a beaucoup de vides. Chers collègues, est-ce que vous avez reçu la présentation de Marie Anoblé? Non, non. Oh, Marie, est-ce qu'elle a envoyé? Elle a envoyé, je ne sais pas. Hein. Il faut qu'elle nous dise que c'est. Est-ce que vous avez, Madame Marie Anoblé, est-ce que vous avez envoyé Oui, oui, je crois au mail que du réseau CAC? elle, oui, elle, oui. Donc, je peux présenter si elle est. Si, elle, oui. D'accord, donc allez-y, présentez. Madame Marie Anoblé, vous êtes prêt pour la présentation? Nous allons présenter, vous allez faire parler. C'est bon là? Elle peut commencer hein, pendant que je. D'accord, donc allez-y. Donc Marie Anoblé qui nous présentait une communication, devait nous présenter une communication sur logique d'installation des commissariats de police dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc vous avez la parole pour votre présentation. Merci à vous, chers collègues et chers maîtres. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la présentation intitulée Logique d'installation des commissariats de police dans la ville d'Abidjan. Je suis Anoblé Kangamon, Aouye Marie-Ange Emmanuela, du laboratoire groupe de recherche en environnement cadre de vie durable au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et mon intervention va s'articuler autour des points suivants. Nous aurons en premier point l'introduction, la méthodologie de recherche. Nous allons présenter les résultats
discuter ces résultats-là pour enfin tirer une conclusion. Face aux menaces terroristes croissantes et à la multiplicité des formes de l'insécurité dans les villes, la sécurité apparaît comme un enjeu primordial pour les villes africaines, principalement dans les capitales. Et Abidjan, eu égard de son poids démographique, c'est-à-dire 20% de la population ivoirienne, et qui abrite également l'essentiel des éléments de souveraineté de l'État, la priorité est encore plus prononcée. Et dans ce contexte, les gouvernants estiment que installer des commissariats de police apparaît comme un moyen de gérer l'insécurité et être plus proche des populations. D'ailleurs, en 2025, on dénombrait 42 commissariats, on dénombre 42 commissariats de police répartis sur le territoire abidjanais. Mais comment ces commissariats sont-ils implantés? Comment sont-ils implantés? Est-ce qu'ils sont motivés par des critères objectifs que nous avons appelés rationalité opérationnelle, ici, telle la démographie, l'insécurité? C'est d'ailleurs à cela que nous allons, à cet objectif que nous tentons d'apporter, auquel nous tentons d'apporter des réponses. Alors, la méthodologie de recherche s'appuie sur un certain nombre de données, des données de terrain, c'est-à-dire l'inventaire des différents commissariats de police, l'inventaire et le positionnement. Nous avons eu recours également aux données du dernier recensement de la population qui, par commune, quand je parle d'Abidjan, je parle des 10 communes de la ville d'Abidjan. Nous avons également eu recours à la cartographie des zones de compétence des commissariats de police et au General Transit Field Specification, GTFS d'Abidjan 2023, combiné au réseau OSM. Nous avons également utilisé les statistiques policières entre 2019 et 2023 pour l'établissement du niveau d'insécurité et nous avons eu quelques entretiens avec les chefs de commissariat. Par contre, sur les 42 commissariats que nous avions évoqués en introduction, il y en a 2 que nous avons exclus du fait de l'indisponibilité de certaines données, vu le caractère récent de l'implantation de ceux-ci. Comme méthode, nous avons utilisé la distance euclidienne au plus proche voisin sur la base du sémi de points issus des coordonnées XY de chaque commissariat de police. Nous avons également émis des buffers autour des commissariats sur la base d'un seuil d'acceptabilité qui est de 5 km autour des commissariats de police. Et donc, les points qui se trouvaient au-delà de ce seuil-là sont ceux qu'on a appelés des points extrêmes. Nous avons également évalué le niveau d'insécurité avec cette formule-là et utilisé un certain nombre de logiciels pour l'analyse cartographique et statistique. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, c'est que la distribution des commissariats de police à l'échelle de la ville d'Abidjan traduit une dispersion eu égard du rapport aux proches voisins et le Z-score qui est supérieur à 2,58 avec une plus-value de 0,00083, ce qui traduit une dispersion significativement statistique. Au niveau de la répartition au sein des communes, l'image de gauche présente la distribution inégale des commissariats au sein des différentes communes de la ville d'Abidjan. Et en nous appuyant sur les données cartographiques, nous avons pu schématiser à droite les différentes zones de compétence des commissariats de police que nous voyons également
avec différentes dimensions, différentes superficies selon les communes. L'autre élément également de distinction, de différenciation, c'est la structure démographique des zones de police, que j'appelle les ZP. Nous voyons que dans certaines communes ou certaines zones de compétences des commissariats abritent plus de population et ont une dimension plus grande que d'autres. Ce qu'on observe particulièrement à Yopougon où l'écart est vraiment frappant. De l'autre côté également, au niveau de l'insécurité, nous avons identifié 2 communes où le niveau d'insécurité est plus élevé, c'est-à-dire on a un taux d'infraction supérieur à 11 par mois, 11 infractions mensuelles. Et au regard, l'autre élément également de rationalité opérationnelle que nous avons évoqué, c'est la position par rapport aux axes routiers. Nous savons que la littérature nous a informés, nous a renseigné du fait que les commissariats de police sont implantés à proximité des réseaux routiers pour permettre une accessibilité des populations et un temps d'intervention relativement court. Et à Abidjan, effectivement, on a eu ce constat où 90% des commissariats de police sont implantés en bordure d'un axe routier principal, contre 10%. Mais ces 10%-là sont situés dans des quartiers en plein développement. La figure de droite également présente la position des commissariats par rapport au transport, aux arrêts, aux nœuds de transport en commun, TEC. Et on est arrivé à montrer que l'essentiel des commissariats de police se trouvait à moins de 500 mètres d'un arrêt de transport, ce qui favorise également une accessibilité pour les populations et pour les policiers. Cependant, nous avons constaté que le découpage administratif des commissariats de police participe à une rupture ou à un émiettement de la structure urbaine nationale. Ce découpage-là divise certains quartiers. Certains requérants se voient renvoyés dans certains autres parce que celui qui est plus proche de ce juge se qualifiant incompétent dans certains cas recensés par les populations. Et le tableau à droite nous présente les différentes zones marginalisées, les différentes zones mal couvertes par les différents commissariats. Et nous constatons qu'à Yopougon et à Port-Boué, la part de superficie non occupée par le découpage administratif ou desservi par les commissariats de police occupe entre 30 et 49% de la superficie totale, ce qui représente un énorme manque à gagner ou un énorme déficit en matière de sécurité que nous voulons atteindre. Par rapport à ces résultats, nous avons trouvé que l'inégale répartition des commissariats de police est un fait qui s'observe également dans d'autres pays africains, comme au Nigeria, où Ahmed et Al ont pu montrer que dans l'état de Kano, les commissariats sont également repartis, mais selon eux, c'est plus une répartition aléatoire, contrairement à nous qui avons trouvé que c'était une dispersion statistique. À ce propos,
Gastner et Newman estiment que la densité optimale des équipements publics augmente avec la densité de la population, mais de manière lente qu'une augmentation linéaire selon une loi de puissance de 2/3. Notre résultat également sur la position par rapport aux axes routiers vient confirmer les travaux de Secato et Hall en 2022. Raffenstein nous présente une géographie. La distribution des commissariats de police traduit une géographie des pouvoirs dans laquelle nous voyons que certaines communes, bien que situées en zone dite insécuritaire, bien que ayant une population prépondérante, ne bénéficient pas du nombre de commissariats qui devraient être. Du coup, les jeux de pouvoir politiques sont mis en avant. Donc, Madame Anoblé, 30 secondes pour terminer. Vous avez dépassé le temps. Donc, nous pouvons dire en conclusion que l'implantation des commissariats de police est une stratégie d'occupation de l'espace à sécuriser et un moyen de gouvernance locale. L'inégale répartition des commissariats à Abidjan augmente les inégalités sociales déjà présentes et exacerbe les jeux de pouvoir politique. La rationalité opérationnelle n'est pas toujours un motif d'implantation. De ce fait, pour planifier la sécurité, il faudrait mettre en place un modèle multicritère pour optimiser l'emplacement des futurs commissariats. Je vous remercie. D'accord. Merci, Madame Anoblé, pour votre présentation. Donc, nous avons pu comprendre que l'implantation des commissariats à Abidjan, l'implantation ne répond pas toujours à une logique rationnelle. Donc, aussi, cette inégalité de l'implantation des commissariats à Abidjan s'accompagne d'inégalités sociales. Donc, merci pour votre présentation. Nous allons passer à la présentation de Madame Loubna. Je n'ai pas reçu votre PowerPoint. Oui, monsieur Paul, je l'ai bien partagé sur le... Je vous ai bien envoyé la présentation. D'accord. Est-ce que le mail est correctement orthographié parce que je ne l'ai toujours pas reçu? Monsieur Vitalien, je n'ai pas reçu aussi votre présentation. J'ai reçu la présentation de Madame Loubna. D'accord. Donc, vous pouvez partager. Donc, Madame Loubna, donc vous nous présentez une communication. Donc, Madame Loubna est du laboratoire de recherche Société Langue, Arts et Médias de l'Université Ibn Zor du Maroc. Donc, sa communication est intitulée « La classe inversée dans l'enseignement universitaire au Maroc, enjeux pratiques et perspectives ». Donc, Madame Loubna, vous avez la parole pour une présentation de 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette opportunité de pouvoir partager avec vous une partie de notre recherche sur la thématique la classe inversée dans l'enseignement universitaire au Maroc, enjeux, pratiques et perspectives. Donc, je commencerai tout d'abord par le plan. Donc, nous allons tout d'abord nous intéresser au contexte de notre recherche, les objectifs, la problématique, les hypothèses et bien sûr la méthodologie de recherche, les résultats obtenus aussi par rapport à cette recherche et les interprétations et ainsi de suite. Donc, pour être un peu plus brève, donc, je parlerai tout d'abord du contexte général. Donc, vous savez très bien que nous, au Maroc,
nous, bon, à travers bien sûr notre travail, le Maroc, il est souvent, ou il a été souvent pendant des années confronté à des obstacles structurels. Il y avait une instabilité institutionnelle, des formations à lacunes. Bien sûr, le choix aussi, ou bien le défilement de plusieurs institutions, de plusieurs gouvernements, et à chaque fois, il y avait, à chaque fois, bien sûr, le changement je vais dire excusez-moi de... Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, nous vous entendons. Allez-y. Désolée, nous vous désolée. entendons. Donc, je vais peut-être passer à la problématique. Donc, comme je disais, donc, le problème au Maroc, c'était le défilement de plusieurs institutions, de plusieurs gouvernements. Et à chaque fois, il y avait bien sûr le changement. Il y avait des ministères qui changeaient à chaque fois ils changeaient à chaque fois, bien sûr, de programme. Et bien sûr, ça a créé de grosses lacunes, que ce soit au niveau bien sûr de l'enseignement primaire, secondaire qualifiant, et ainsi que dans l'enseignement universitaire. Donc, comme nous l'avons souligné, donc, à l'instar de nombreux systèmes éducatifs et à travers le monde, donc, nous sommes confrontés à la nécessité de se réinventer justement pour répondre aux défis du 21e siècle. Et donc, dans ce contexte, la classe inversée émerge, à notre avis, comme une approche pédagogique prometteuse, capable de transformer en profondeur la manière dont les savoirs sont transmis et acquis. Cependant, son adoption soulève des questions cruciales quant à son efficacité, son impact sur l'engagement des étudiants, sur les conditions nécessaires à sa mise en œuvre réussie. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi la problématique. La classe inversée pourrait constituer une pratique pédagogique innovante et efficace dans l'enseignement, et nous nous sommes focalisés surtout sur les modules transversaux dans les universités en général marocaines. Donc, pourquoi les modules transversaux? Parce que nous travaillons autant qu'enseignante à l'Université internationale au Maroc, et bien sûr, on a vu, et aussi autant que vacataire pendant notre formation doctorale dans l'université publique au Maroc, et on voit que par rapport aux modules transversaux, les étudiants, vu qu'ils sont bien sûr de plusieurs filières différentes, il y a de grosses lacunes, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de difficultés dans ce sens, vu que les étudiants ne sont pas tout le temps de départements français, mais ils proviennent de plusieurs départements différents. Alors, par rapport au cadre de notre travail, donc, bien sûr, ici, nous nous sommes focalisés sur plusieurs théories d'apprentissage, savoir le constructivisme de Jean Piaget. Nous nous sommes aussi intéressés au socioconstructivisme oui, donc je vais faire vite. Donc quand vous voyez, donc nous nous sommes focalisés sur plusieurs théories d'apprentissage pour faire bien sûr notre recherche. Donc je vais être un peu plus bref et je vais passer aux résultats. Donc les résultats en fait des questionnaires, donc auprès des étudiants que nous avons effectués, révèlent un accueil très positif de la classe inversée. Donc une majorité classe inversée, c'est une approche motivante, et ils comprennent mieux les contenus et participent davantage. Que, comme vous savez, pour la classe inversée, c'est une méthode dans laquelle on travaille et on va dire l'espace du cours, ça devient un cours d'interaction, d'interactivité. L'étudiant, il devient plus actif. Et le cours, la séance, tout simplement du cours, ça devient une séance d'interactivité, de poser des questions,
de peut-être approfondir par rapport à certaines connaissances au lieu que la séance de cours magistral dans laquelle l'étudiant en général est un étudiant passif. Donc, cependant, bien sûr, il est crucial de noter que près de la moitié des étudiants rencontrent des difficultés dans l'organisation autonome de leur travail et aussi par rapport à la qualité aussi des interactions avec les enseignants. Les étudiants, ils trouvent que c'est nettement amélioré et qu'ils soulignent l'importance aussi de l'accompagnement par rapport à ce modèle pédagogique. Par rapport aussi les résultats avec les entretiens avec les professeurs, ils révèlent une transformation significative de leur rôle grâce à la classe inversée. Donc, 80% des professeurs affirment que la classe inversée change profondément le rôle de l'enseignant. Donc, au lieu d'être principalement, de donner le cours magistral, donc il devient tout simplement facilitateur. Et ils guident les activités, donc ils aident les étudiants à appliquer leurs connaissances et ils encouragent l'interaction. Donc, 70% constatent un engagement accru des étudiants. La classe inversée semble augmenter l'application des étudiants. Ayant découvert, bien sûr, le contenu en amont, donc ils sont plus préparés pour les activités en classe, ce qui rend les travaux pratiques plus efficaces. Et 60% signalent une efficacité meilleure. Donc, ça confirme que les enseignants perçoivent une amélioration de la productivité et de l'apprentissage lors des séances de travaux pratiques grâce à la classe inversée. Donc, cependant, malgré bien sûr les avantages, il y a des difficultés par rapport aux les professeurs qui notent que cette méthode, elle mobilise beaucoup plus et elle augmente la charge de travail parce qu'ils doivent préparer des ressources, des activités qu'ils doivent donner aux étudiants. Donc, ils réclament aussi un besoin de formation dans ce sens, puisque c'est un outil numérique, c'est un outil digital, donc qui doit mettre en œuvre efficacement cette approche. Donc, et parfois, il y a une opposition de la part de certains étudiants. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, il y a des étudiants qui ont des difficultés d'accès à Internet, ils ont des difficultés d'accès aussi, des moyens, on va dire, limités pour se procurer peut-être un ordinateur PC et une connexion Internet. Donc, pour les résultats, donc, comme j'ai dit, donc, les étudiants avouent qu'ils ont des difficultés à organiser leur travail en autonomie. Donc, ce chiffre, il indique que la réussite de la classe inversée, elle dépend étroitement du niveau de maturité et aussi de discipline personnelle de l'apprenant. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres étudiants qui n'ont pas ce problème. Donc, il existe aussi un risque de fracture pédagogique si les étudiants ne sont pas bien accompagnés dans leur apprentissage autonome. Donc, c'est pour ça que l'institution marocaine, elle a mis en place des tutorats, des calendriers, aussi des salles avec des outils numériques pour pouvoir permettre aux étudiants de, bien sûr, bien suivre la méthode, sachant que depuis le Covid jusqu'à maintenant, l'institution marocaine ou le ministère de l'enseignement supérieur, il a mis en place des plateformes, par exemple modèle, pour pouvoir donner l'opportunité aux étudiants de consulter bien sûr leurs cours et pour pouvoir aussi suivre, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Hein. Alors, pour les perspectives… Une minute pour terminer. Vous avez déjà dépassé le temps. Pardon, donc j'y suis presque. Donc, pour les perspectives de la recherche, donc l'accompagnement pédagogique, bien sûr, des étudiants, c'est une chose qui est très importante, c'est cruciale. On dit aussi que la formation des enseignants, c'est une étape vraiment très, très importante, sachant qu'il y a des
des professeurs qui sont peut-être en fin de carrière et qui ne sont pas vraiment très intéressés par cette méthode-là. Ils disent que, voilà, pour eux, ils préfèrent rester dans la vieille méthode, la vieille école. Il faut qu'il y ait aussi un soutien institutionnel, c'est vraiment très important. Et il faut aussi disposer des ressources numériques pour des populations ciblées. Donc, en conclusion, donc, les résultats confirment que la classe inversée représente une opportunité de transformation profonde de l'enseignement universitaire à condition qu'elle soit bien accompagnée et qu'elle soit aussi accompagnée d'un changement de culture aussi pédagogique, d'une stratégie d'encadrement des étudiants et d'un accompagnement professionnel des enseignants. Donc, c'est une innovation qui ne peut se limiter à une pratique isolée, expérimentale. Elle nécessite une vision institutionnelle et aussi une volonté politique et une volonté aussi de la part des étudiants ainsi que des professeurs pour qu'elle soit partagée au sein des universités marocaines. Je tiens à vous remercier et surtout à m'excuser pour le petit trac que j'ai eu au début. Donc, merci beaucoup. D'accord. Merci, chers collègues. Loubna. Ok, merci pour votre présentation. Donc, on retient que la classe inversée institue une pratique innovante dans la pédagogie car elle facilite, guide les activités et bien d'autres malgré les difficultés qu'elle représente selon certains enseignants. Donc, nous allons passer à la dernière communication de ce panel qui nous sera présentée par Monsieur Andela Ayessi de l'Université des Boloa au Cameroun. Et sa communication est intitulée « Réseaux criminels transnationaux et paupérisation à la frontière orientale du Cameroun de 2010 à 2022 ». Chers collègues, vous avez la parole pour une présentation de 10 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Vous me recevez? Merci pour le partage de mon PowerPoint. Alors, merci pour la parole donnée et l'occasion qui nous est offerte pour présenter ce travail de recherche intitulé, tel que vous l'avez mentionné, Réseaux criminels transnationaux et paupérisation à la frontière orientale du Cameroun de 2010 à 2022. Alors, notre travail, nous l'avons structuré en 3 grandes parties en dehors de l'introduction. Nous parlerons d'abord des mécanismes de fonctionnement des réseaux criminels transnationaux à la frontière est du Cameroun. Et ensuite, nous verrons les différents réseaux criminels qui opèrent dans la frontière est du Cameroun, les zones à risque et les populations victimes de ces activités déployées par les réseaux criminels. Et enfin, nous allons évaluer l'impact des activités des réseaux criminels sur les populations et tout en proposant des stratégies innovantes de lutte contre la criminalité transfrontalière. Alors, en guise d'introduction, nous disons depuis la décennie, depuis la décennie 2000, il s'observe sur le continent africain une résurgence, voire même une accélération du phénomène de la criminalité transnationale ou transfrontalière. Ce phénomène qui n'est que le résultat, ou alors qui n'est que la résultante de la mondialisation et ce qui amène au sens de Klaus Schmeger, de parler de la fin de la notion de la frontière étatique, qui rejoint d'ailleurs Marc Lulian, qui parlait déjà d'un monde qui est devenu un village planétaire. Alors nous voyons donc avec l'intensification de cette mondialisation, plusieurs problèmes peuvent être soulevés au rang desquels des problèmes sécuritaires, avec de plus en plus l'expansion des réseaux criminels transnationaux qui réussissent à établir des connexions au niveau des États. Alors, ces réseaux opèrent directement, tel que nous voyons, en chaîne de réseaux et peuvent se déployer d'un pays à un autre. Notre travail ici pose donc le problème. Alors, notre travail se propose donc d'évaluer l'impact de la criminalité transnationale
ou transfrontaliers sur le vécu quotidien des populations et par ricochet sur la paupérisation des communautés locales. En 30, nous avons dit, nous allons d'abord évoquer les mécanismes de fonctionnement des réseaux criminels transnationaux ou transfrontaliers à la frontière est du Cameroun. Alors, cette partie, nous allons l'articuler autour de trois rubriques, 3 points principaux. Nous parlerons d'abord, premièrement, des causes, des causes de la criminalité transfrontalière. Ensuite, nous aborderons les formes et enfin les manifestations de la criminalité transnationale à la frontière est du Cameroun. Parlant donc des causes de la criminalité, nous disons ici que la criminalité transnationale ou transfrontalière, telle qu'observée dans la frontière orientale du Cameroun, résulte de 2 éléments majeurs. Un, la vulnérabilité ou le déficit structurel et enfin la fragilité des États. Parlant de la vulnérabilité ou le déficit structurel, nous voyons ici en premier lieu l'immensité des territoires au niveau de la frontière. Le Cameroun et la République centrafricaine, qui est un pays voisin à la région est du Cameroun, partagent ensemble une frontière terrestre allant de plus de d'environ 800 km². Et cette frontière également, au niveau de la ville, on observe une porosité des frontières de la frontière est du Cameroun, entre la République centrafricaine et le Cameroun. Un autre élément qui matérialise cette vulnérabilité est l'équipement très peu approximatif des forces de maintien de l'ordre au niveau des frontières. Ça également, que ce soit au Cameroun, en République centrafricaine, les moyens alloués par les États en ce qui concerne la sécurisation de cette longue frontière restent encore très, très insuffisants. Ensuite, nous avons une population jeune menacée par le chômage et une pauvreté endémique. L'élément commun entre la région de l'Est Cameroun et celle voisine à la République centrafricaine, c'est que les deux régions transfrontalières sont en fait considérées comme les régions les plus pauvres de ces 2 États, que ce soit au Cameroun qu'en République centrafricaine. Ces 2 régions, alors on observe un taux de chômage très élevé. Et enfin, cette vulnérabilité s'observe également par la recrudescence des conflits communautaires entre la République centrafricaine, en fait, dans la zone de la République centrafricaine, entre éleveurs et agriculteurs et entre musulmans et chrétiens. Comme deuxième cause, comme nous avons évoqué, les fragilités et les déficits structurels. Là, nous observons l'impuissance sociale, l'impuissance des États, l'illégitimité, les défaillances économiques constituent des principaux éléments pouvant permettre de parler de la fragilité étatique concernant les pays concernés. Ensuite, nous avons également des défis structurels qui ne sont que des carences chroniques de la mauvaise gouvernance, que ce soit la gouvernance politique, économique, sociale et même culturelle. Ce qui dissuade, ce qui amène, donc ce qui empêche, autant pour moi, les investisseurs internes et externes à pouvoir se déployer dans ces régions, plombant dans le développement de ces régions et par conséquent expose dans ces régions aux activités illicites déployées par les criminels. Alors, parmi les formes et les manifestations parlant des forces et manifestations des réseaux criminels à la frontière est du Cameroun, nous notons de façon globale le trafic des stupéfiants, qui est la forme la plus intensifiée, le trafic d'armes à feu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les armes de petit calibre, ou la circulation d'armes légères. Nous avons la contrebande des ressources naturelles, nous avons la traite même des personnes ou le trafic des êtres humains, et enfin, l'une des formes les plus répandues, c'est le braconnage, parce qu'en dehors des ressources naturelles que regorge cette frontière orientale du Cameroun, elle est également riche en termes d'espèces fauniques. Alors, les réseaux criminels, grand 2, nous parlons des réseaux criminels, zones, risques et populations victimes. Parlant des groupes ou réseaux criminels opérant dans la région est du Cameroun, nous notons
en gros plus de 5 groupes criminels ou alors réseaux criminels. Nous avons premièrement le groupe Boko Haram, qui est un groupe djihadiste, des salafistes du Nigeria, mais qui opère au nord du Cameroun, dont les répercussions s'observent également, sont ressenties au niveau de la frontière est du Cameroun, parce que cette région également étant limitrophe frontalière avec la partie septentrionale du Cameroun. Nous avons l'armée de résistance du Seigneur, la Lord Resistance Army ou LARA, qui est un groupe ougandais dirigé par Joseph Kony, fondé en 1980, opérant au nord et à l'est de la République centrafricaine, ainsi qu'au nord de la République démocratique du Congo. Nous avons comme autre groupe, comme autre réseau criminel, le groupe armé d'Ex-Seleka, qui est un groupe ethnico-religieux qui opère et qui fait des ravages en République centrafricaine jusqu'à la frontière aux États voisins, comme le Cameroun depuis 2013. Nous avons le groupe armé anti-Balaka, qui également est un autre groupe criminel, mis en place, ou alors au départ qui est un groupe d'autodéfense, mais dont les activités se sont intensifiées depuis 2013 lors du conflit entre les Seleka et les Faka en République centrafricaine. Nous avons le groupe armé Siriri, qui est un groupe d'autodéfense au départ et qui opère principalement dans les zones frontalières entre la République centrafricaine et le Cameroun, et dirigé par Ardo Abba. Il est constitué en majorité d'éleveurs Peuls, prétendant lutter contre les vols de bétail très fréquents dans cette région. Les principales localités concernées par ces activités criminelles sont entre autres la localité de Yoko-Siré, dans l'arrondissement de Garoboulaye, qui est une zone, une plateforme centrale entre le Cameroun, entre la région de l'Est Cameroun. Chers collègues, il vous reste 1 minute. Merci. Alors, nous disons donc de façon globale, nous allons passer directement au niveau des stratégies. Alors, parmi les recommandations que nous donnons, nous parlons de l'examination en profondeur des blocages liés à l'applicabilité des instruments juridiques en vigueur, l'amélioration et le renforcement de la coopération judiciaire et policière entre les deux États, entre le Cameroun et la République centrafricaine, le recours aux techniques spéciales d'enquête, l'utilisation du renseignement prévisionnel à travers l'emploi des technologies avancées et la promotion du développement socio-économique des zones frontalières, renforcer les partenariats entre les chefs traditionnels et les leaders communautaires. Voilà ce que nous pouvons proposer en ce qui concerne des recommandations et des suggestions pour pallier aux problèmes de la criminalité transfrontalière qui sévit dans la région orientale du Cameroun. Je vous remercie. D'accord. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues, pour votre présentation. Donc, nous avons pu retenir que la fragilité et le déficit structurel, couplés à la vulnérabilité dans les régions frontalières du Cameroun, engendre une manifestation de la criminalité transfrontalière à travers les trafics, la contrebande, la traite et le braconnage. Donc, plusieurs réseaux criminels opèrent, ce qui vous a amené à faire de nombreuses suggestions pour pallier ce problème. Donc, nous allons passer à la phase des échanges. Nous avons eu 4 communications qui ont meublé ce panel. Donc, nous avons, je vais dire, 12 minutes tout au plus pour finir pour les échanges. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions, nous allons lever la main. Donc, par ordre de main levée, je vais interroger et les communicants, s'il vous plaît, munissez-vous d'un bloc-notes, d'un stylo pour recenser les questions. Donc, nous allons procéder par vague de 3 questions. Donc, vous posez la question et vous dites à qui est adressée la question. Et donc, le collègue Soro, vous avez la parole. Vous dites à qui est adressée votre question et vous la posez. OK. Merci, docteur. Bon, je vais m'adresser à celle qui a parlé sur la pédagogie inversée, le flip teaching. Docteur Loubna. OK, docteur. Oui. Oui, dans la conclusion, vous avez dit que les étudiants ont souvent des problèmes il y a des problèmes matériels.
Oui. Oui, c'est une contribution au niveau du flip teaching. Je pense que vous pouvez essayer la méthode hybride. Déjà, par exemple, chez nous, dans les universités, les anciens ont recours à ça. On donne les documents en papier imprimé et les étudiants vont s'imprégner du contenu. Et quand ils viennent en classe, c'est pour les échanges. Maintenant, si le côté numérique ne passe pas, vous pouvez changer une pédagogie hybride. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, donc c'est ce que je voyais un peu. D'accord, ok, Merci. bien noté. C'est plus une contribution qu'une question. Donc, il y a le collègue Eric Achille Nko qui a la main levée. Donc, vous avez la parole pour votre question. Vous dites à qui elle est adressée. Le collègue Eric, nous ne vous entendons pas. Eric Achille. Je prononce bien, j'espère. Vous avez la main levée. Donc, bon, si le collègue Eric ne Son micro. n'entend pas, son micro est encore coupé. Collègue Eric Achille Nko. D'accord. Donc, moi, en attendant, j'ai une question donc pour Dr. Kwaku Charles Kokoré. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui. Vous avez parlé de la migration des femmes. C'est Donc, ça. qu'est-ce qui pousse ces femmes-là à migrer? Qu'est-ce qui pousse ces femmes? Certes, vous avez parlé de leur vulnérabilité, de leur réinsertion et tout. Mais à la question de est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ce qui les pousse à migrer? Donc, vous avez noté la question. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Des questions? Pas de main levée. Le collègue Eric Achille Nko, est-ce que vous nous entendez? D'accord. Donc, bon, on peut dire que donc, nous avons retenu qu'une seule question. Donc, adressée à, bon, c'est ma question, adressée au collègue Kwaku Charles Kokoré. Donc, vous avez la parole en tout au plus 2 minutes pour répondre. D'accord. Ouais, merci beaucoup déjà pour la question, monsieur le modérateur. Sur la question des facteurs qui poussent les femmes à migrer, il faut dire que on a des facteurs socioculturels, notamment au niveau des familles. Au niveau des familles, il y a des parents qui souhaitent volontairement que parmi leurs enfants, un au moins puisse être en Europe. Donc, et ne pouvant pas avoir ou bien je ne pourrais pas dire que ne pouvant pas passer par la procédure normale, vont financer partiellement ou totalement la migration de ces dernières. Donc, il y a d'abord le premier facteur, donc le facteur familial ou bien les facteurs familiaux. Il y a aussi l'influence sociale, donc des premiers migrants ou bien des premières migrantes. Celles qui ont réussi à déjà migrer, à traverser, qui se trouvent déjà de l'autre côté, qui font des photos pour influencer ou montrer l'aspect de l'Eldorado à celles qui sont déjà ici. Et cela suscite en eux aussi le vouloir partir. Et on a aussi les facteurs d'un mieux-être, donc le mieux-être. Donc, sachant que on les présente en disant que en Europe, par exemple, avec le travail que tu fais ici, tu peux avoir plus en Europe. Donc, quand elle entend ça, elle veut faire tout pour migrer. Donc, on n'a pas de problème avec la migration. C'est la manière dont elle migre qui nous cause problème. Donc, ne pouvant pas avoir tous les documents demandés, elle prend le chemin des passeurs. Donc, ça, c'est lié aux informations. Donc, c'est la qualité des informations fournies qui fait que les gens migrent aussi. D'accord, ok.
Merci beaucoup, docteur. Donc, docteur Eric Achille, vous avez la main levée. Donc, bon, je vois deux Oui, comptes avec docteur oui, Eric Achille. Donc, vous avez deux fois la main levée. D'accord. oui, Donc, vous merci. avez la parole. Posez votre question et dites à qui elle a adressé. Oui, merci bien pour la parole donnée. J'avais un petit souci de micro tout à l'heure, j'ai pu donc le régler. Alors, ma question ou mon observation s'adresse au dernier intervenant qui a parlé de l'insécurité et des groupes djihadistes. Alors, je voudrais lui demander sur quelle base on appellerait le groupe Boko Haram groupe djihadiste, alors que du point de vue idéologique et tel qu'on voit les mécanismes d'opération de Boko Haram, c'est certes un groupe terroriste, mais on ressent la coloration idéologique liée à l'islam. Alors, sur quelle base pourrait-on qualifier ce groupe de djihadistes? D'accord. Merci, docteur. Donc, collègue Vitalien, donc cette question vous est adressée. Est-ce qu'il y a pas? Bon, d'accord. Donc, en 2 minutes, tout au plus, vous avez la parole pour réagir. Le collègue Vitalien, est-ce que vous nous entendez? Vous avez Oui, bien entendu oui. la question, sinon je peux vous la répondre. Allez, 2 minutes. Ok, merci. Le collègue aimerait savoir sur quelle base pourrait-on qualifier le groupe Boko Haram comme un groupe djihadiste. Si j'ai bien noté la question, c'est ça? C'est bien ça. Ok, merci. Alors, disons dans notre travail, nous sommes partis même sur l'essence ou alors la genèse pour qu'on arrive à considérer le groupe Boko Haram comme un groupe djihadiste. Nous sommes partis sur l'essence, l'origine du mouvement, la genèse du mouvement, même si aujourd'hui, on peut observer, et là je suis d'accord avec lui, on peut observer que ce groupe se détache de plus en plus de son idéologie de départ. Mais nous disons ici, nous sommes restés dans le groupe, dans la genèse du groupe, qui au départ était un groupe fondé sur une idéologie, même si aujourd'hui il est les exactions, les actions, l'expansion même et les interconnexions que ce groupe, aussi on peut appeler les alliances qu'on peut observer entre ces groupes et d'autres groupes rebelles, peuvent donc également amener à dire qu'il n'est plus resté dans la logique de son idéologie d'antan, mais partant même de la genèse du mouvement, il est clair que c'était un mouvement djihadiste. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée, comment est-ce que nous sommes arrivés à qualifier ce mouvement de groupe djihadiste. Merci. D'accord, ok. Donc, docteur Ashfield, je pense que a apporté quelques éléments de réponse. Donc, on va donner la parole à un dernier intervenant. Donc, M. Kokoré Charles. Donc, vous avez la D'accord. parole pour... Merci beaucoup déjà pour la parole. Merci, modérateur. Ma question s'adresse à Noblé. Déjà, elle disait que dans son étude qui portait sur la ville d'Abidjan, actuellement, Abidjan, elle a parlé de 10 communes. Actuellement, Abidjan compte 13 communes. Je veux savoir, c'est sur quelle donnée c'est basé pour dire que Abidjan compte sur la ville d'Abidjan, 10 communes. Et je veux qu'elle nous explique un peu la question des 10 communes. Maintenant, ça c'est la première question, puisqu'il y a Songon, il y a Benjevi qui se sont ajoutés. Et la question, je voudrais savoir, est-ce que le nombre de commissariats dont dispose la ville d'Abidjan est suffisant pour couvrir la question de sécurité ou insuffisante?
Donc, je veux qu'elle nous explique aussi cette partie. Merci beaucoup. D'accord, ok. Merci, chers collègues. Mademoiselle Anoblé, si vous êtes toujours là, qu'elle est là. Ah oui, c'est madame, d'accord. Ah, d'accord, c'est madame, désolé. Je vous en prie. D'accord. D'accord, merci, Vous docteur. avez la parole. Pour 2 minutes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Donc, on va aller directement au niveau de votre première question. Pourquoi dire que Abidjan est constitué de 10 communes? L'intitulé de ma présentation, j'ai mis Ville d'Abidjan. En géographie, et on a plusieurs Abidjan selon le cadre géographique qu'on veut lui donner, à plusieurs communes, on peut le dire ainsi. Donc, au niveau de la ville, c'est la ville primaire des 10 communes. Et au niveau du district, on aura les 13 communes. Au niveau du Grand Abidjan, on aura par exemple 19 communes. Donc, je suis allée sur les 10 communes parce que je voulais travailler sur les commissariats d'arrondissement. Alors que dans les autres communes, par exemple, nous n'avons qu'un seul commissariat. À Songon, c'est récemment que le commissariat de Songon a été créé. Donc, pour permettre une comparaison entre les différentes communes, je suis allée sur la base de la ville pour que chaque commune puisse se positionner l'une par rapport aux autres. C'est un peu ma motivation. Par rapport au nombre de commissariats dont dispose Abidjan, 42 commissariats, c'est pas, pour ma part, ce n'est pas suffisant. Cependant, on ne doit pas regarder en termes d'agrandir ou d'augmenter le nombre de commissariats, parce que dans d'autres pays assez développés, il y a moins de commissariats, mais la sécurité quand même à un bon niveau. Il faut en installant ces commissariats-là, intégrer les populations qui sont elles-mêmes à la base de tout ce qui est fait tout ce qui est mis en place comme système de sécurité. Donc, si on installe les commissariats de police sans tenir compte des populations qui sont résidentes, qui participent et qui peuvent réellement mettre en pratique la vision politique de sécurité, on aura beau multiplier les commissariats de police, on sera toujours en train d'essuyer des infractions ça et là. Voilà un peu mon intervention. D'accord, ok, d'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons clore ce panel. Nous avons... J'ai une question, pardonnez, j'ai une question. Nous avons passé le temps. Bon, je rappelle que les échanges pourront continuer, voilà, entre nous chercheurs, voilà, les contributions, les échanges pourront continuer. Et nous avons un dernier panel qui nous attend, qui doit débuter à 14h30, 15h30 heure de Paris. Donc, voilà, vous pourrez partager, c'est une opportunité pour rencontrer de nouveaux chercheurs, pour partager les contacts et puis voilà, échanger, pourquoi pas collaborer sur certains projets scientifiques. Donc, dans le chat, nous avons la possibilité d'échanger les contacts. Donc, merci à tous ceux qui ont pris part à ce panel, à ce 4e panel. Donc, sans transition aucune, nous allons passer au 5e et dernier panel de la journée, ce qui va regrouper